Bonjour à tous, alors suite du cours sur la Cinquième République, donc aujourd'hui les successeurs du général de Gaulle. Alors, quelques points chronologiques pour que vous arriviez à vous resituer. Donc la Troisième République, ça on l'a vu en début de programme, la France de Vichy en 40-45, on a vu également les fragilités et les réussites de la Quatrième République entre 46 et 58, et puis 1958, le début de la Cinquième République, jusqu'au départ du général de Gaulle en 1969. Alors nous, on va aller après 1969, et on va faire la liste de tous ces présidents de la République, tous les successeurs du général de Gaulle après 1969. Alors la question qu'on peut se poser, c'est évidemment qui se rappelle de Félix Faure, qui se rappelle de Raymond Poincaré encore, qui se rappelle encore de Harbert Lebrun. Alors peut-être certains se rappellent d'un nom, mais qu'ont-ils fait? Eh bien, c'est cette question-là qu'on va se poser à travers les successeurs du général de Gaulle. Alors, on va voir ce qu'a fait le Georges Pompidou, Giscard, François Mitterrand et Jacques Chirac. Alors, sachant que votre programme s'arrête en 2002, donc nous n'avons pas étudié ce qu'ont fait ce que les présidents de la République après 2002. Alors, quelle a été l'œuvre des successeurs du général de Gaulle et comment ont évolué les institutions de la Ve République, puisque ces institutions de la Ve République ont vraiment été créées par de Gaulle, pour de Gaulle, sur mesure pour de Gaulle. Donc comment la Ve République s'est adaptée à cela. Alors, on va d'abord commencer par la première question, quelle est l'œuvre des successeurs de Gaulle? Alors, la difficile tâche de succéder à de Gaulle, ce sera celle de Georges Pompidou, qui va devenir président de 1969 à 1974. Alors, si on avait à résumer en deux mots ce qu'a été le septennat de Georges Pompidou, on peut dire que c'est la France de la prospérité. C'est vraiment la France qui est riche, qui investit, qui connaît vraiment une période glorieuse. Et cela se ressent sur les projets de Georges Pompidou. Aujourd'hui, quand on parle de Georges Pompidou, on pense surtout au Centre Pompidou, au musée d'art contemporain qui a été inauguré en 77 et qui porte son nom, mais c'est aussi la période durant laquelle la France investit dans l'avenir. C'est la naissance d'Airbus en 1970, les premiers essais du TGV en 72 et l'inauguration du boulevard périphérique à Paris. Donc la construction, le développement des chemins de fer à vitesse rapide et ainsi que des autoroutes. Voilà le successeur du général de Gaulle. Pour lui, c'est relativement simple. Après, ça devient de plus en plus difficile de trouver un bilan à ces présidents. Alors on peut encore le faire pour Giscard d'Estaing, plus souvent appelé Giscard, qui sera président de 74 à 81. Lui connaît une France en crise, et ce qui a fait qu'il rentre dans l'histoire sont surtout les sujets de société. S'il fallait en retenir deux, l'abaissement de la majorité de 21 ans à 18 ans en 1974. Si les Français ont la majorité à 18 ans aujourd'hui, c'est grâce à Valéry Giscard d'Estaing. Et puis, la grande loi, le grand sujet de société, 1975, un des ministres de Giscard, Simone Veil, va adopter la loi sur l'IVG, c'est-à-dire la loi sur l'avortement. Grand sujet de débat, grand sujet de société que Valéry Giscard d'Estaing, un président pourtant de droite, va réussir à faire passer. 1981, un vrai changement, c'est ce qu'on a appelé l'alternance, c'est-à-dire pour la première fois depuis le général de Gaulle, qui était de droite, il a été succédé par Pompidou qui était de droite, succédé par Giscard qui était de droite. Pour la première fois, vous avez un président de gauche, un président socialiste qui arrive au pouvoir en 81 et jusqu'en 95, et ce passage de la droite à la gauche, on appelle ça l'alternance politique. Alors, cette alternance politique va se marquer par des choix très tranchés, et le passage à l'histoire de François Mitterrand ne pose pas question, puisque effectivement, parmi les décisions qu'il a prises, il y en a certaines qui rentreront dans tous les manuels scolaires. 1981, l'abolition de la peine de mort. Et puis des réformes sociales en 81, la 5e semaine de congé payé, la retraite à 60 ans, la semaine de 39 heures, tous des sujets qui sont dans la continuité d'un autre gouvernement de gauche, celui du Front populaire. Et puis, moi, si j'en avais une autre à rajouter, ce serait 1992, Édith Cresson, première femme à devenir Premier ministre. C'est la première fois de toute l'histoire qu'une femme accédait à ce poste. Jacques Chirac, ça devient plus compliqué. Alors pas du tout parce que c'est pas une remise en question de la personnalité de cet homme, hein, mais c'est vrai qu'à partir d'une certaine époque, on va en reparler très rapidement,
il est très difficile d'établir un bilan de tous ces hommes. Qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qui a marqué l'histoire, qu'est-ce qui fait qu'on se rappellera d'eux dans un siècle, qu'est-ce qui fait qu'ils ne seront pas les Félix Faure, les René Coty, les Vincent Auriol du XXIe siècle. Alors, Jacques Chirac, il a eu à gérer des crises économiques, des crises sociales, des crises politiques, des crises d'institutions, et cela se marque dans son bilan. Alors notamment, il est le dernier président à se proclamer du gaullisme. En 2002, il a été réélu face à Jean-Marie Le Pen, c'est la première fois que l'extrême droite arrivait au pouvoir, et face à ces crises politiques, il a pris une décision, le passage au quinquennat en 2000, c'est-à-dire désormais le président de la République est élu pour 5 ans et non 7 ans, comme à l'époque du général de Gaulle. 1997, la suspension du service militaire, suspension, le service militaire n'est pas supprimé, il peut être réintroduit en temps de crise, mais 97, la suspension du service militaire qu'on étudiera ou on a étudié déjà en EMC. Et puis moi, si j'avais à retenir une date, je pense que c'est à cause de ça qu'il rentrera dans les manuels scolaires, définitivement et dans un siècle encore. En 1995, Jacques Chirac a reconnu la responsabilité de la France et de l'État français dans la déportation des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça, personne avant lui ne l'avait fait. Peut-être, c'est le pari que je fais, que c'est cela qu'il fera rentrer Jacques Chirac de manière définitive dans les manuels scolaires. Alors, j'ai bien dit que le problème, c'était un peu de savoir qui rentrera dans l'histoire et quels sont ces présidents qui seront passés dans un domaine secondaire ou alors complètement oubliés. Alors je prendrai une citation de François Mitterrand, c'est un propos qui est rapporté dans un documentaire qui s'appelle Le Promeneur du Champ de Mars, et François Mitterrand, donc élu en 81, aurait déclaré ceci. Il n'y a pas de chef, je vous lis la phrase en entier, ce sera mieux, depuis la Révolution, il n'y a pas beaucoup de chefs d'État qui ont régné aussi longtemps que lui. Personne n'aura fait mieux que moi depuis Napoléon III. De Gaulle, si on lui enlève le 18 juin, il ne lui reste pas grand-chose. Bon, là, c'est un peu abusé. Moi, j'aurais duré 14 ans, et je n'ai pas été chassé par la rue. Je suis le dernier des grands présidents. Et c'est cette phrase que j'aimerais commenter. François Mitterrand a dit qu'il était le dernier des grands présidents. C'est sous-entendant qu'après lui, non pas par leurs compétences, hein, c'est pas du tout ça. Ça ne veut pas dire que Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy ou François Hollande ou Emmanuel Macron sont moins bêtes, c'est pas ce que veut dire François Mitterrand. Mais il veut dire que désormais le contexte a changé. Après moi, il n'y en aura plus d'autres de grands présidents. Pourquoi ? D'abord, il y a l'Europe, la construction européenne. Toutes les décisions ne se prennent plus en France. Désormais, il faut partager les décisions avec l'Union européenne. À cause de la mondialisation. Désormais, dans un monde mondialisé, que vous avez étudié en 4e, la France n'est plus maître seule de son destin, on ne peut plus tout décider, et rien ne sera plus pareil, il n'y aura plus que des financiers et des comptables. Alors, évidemment, il faut tenir compte du fait que François Mitterrand est un peu imbu de sa personne, il a un peu un ego démesuré, donc il veut se voir comme le dernier des présidents, d'autres le verront comme le premier des petits présidents, ça c'est à chacun de juger, mais en tout cas, j'apprécie cette remarque. L'Europe, la mondialisation font que désormais, les présidents de la République n'ont peut-être pas le même poids qu'ils ont pu avoir dans le passé. Alors, on revient à notre seconde problématique qui était comment ont évolué les institutions de la Ve République après le départ du général de Gaulle en 1969. Alors, le général de Gaulle était quand même très particulier et il a institué ce qu'on a appelé le monarque républicain. C'est-à-dire que vous avez un président de la République mais qui a quasiment le pouvoir, qui a quasiment la stature, l'aura, l'influence d'un roi. Et c'est l'idée que même en s'ouvrant la République, les Français ne se sont jamais véritablement séparés de l'idée monarchique. C'est ce que montre cette caricature de Paul Ferjac dans le Carnet enchaîné, qui était plutôt hostile au général de Gaulle, et on compare ici le général de Gaulle, qui est surnommé avec beaucoup d'humour Charles Quinquin, à Napoléon Bonaparte. Et on compare ici le sacre de Napoléon Bonaparte peint par Jacques-Louis David avec le sacre qui est en fait l'élection présidentielle de 1958, accentuée par le sacre que sera désormais l'élection présidentielle. Alors face à ce monarque républicain, la place écrasante de Gaulle dans les institutions de la Ve République, quelle place pour les suivants ? Est-ce qu'il a fallu changer? Est-ce qu'il a fallu s'adapter? Alors, c'est toute la question de l'après-général de Gaulle. Alors, on regardera par exemple le slogan de campagne de Georges Pompidou qui succède à de Gaulle en 1969, qui était « Le changement dans la continuité ».
ce qui ne veut rien dire, mais qui est à la fois la problématique de toutes les gens de cette période. Il faut un changement. Le général de Gaulle a incarné jusqu'à l'excès la Ve République. Pour que la Ve République survive, il faut absolument que les présidents qui lui succèdent arrivent à imposer leur style, leur personnalité, leurs idées. Et donc il propose de changer de président, changer de présidence, mais dans la continuité des idées du gaullisme et des institutions mises en place par le général de Gaulle. Alors ici, je vous montre une deuxième caricature. Alors là, elle est inspirée de Charlie Hebdo, 1974, c'est pour l'élection de Valéry Giscard d'Estaing. Vous serez surpris par l'ampleur et la rapidité du changement, et effectivement, on est surpris par le changement opéré. Finalement, dans un premier temps, il semblerait que les institutions résistent, et que finalement, les successeurs du général de Gaulle n'arrivent pas à modifier durablement les institutions et les pratiques présidentielles instituées par le général de Gaulle. Même François Mitterrand, qui lui pourtant est à la tête de la première, est responsable de la première alternance entre la droite et la gauche en 1981, n'y est pas parvenu. Et vous avez ici une caricature de Plantu dans le journal Le Monde qui dit « Ça alors, le président est socialiste et la tour Eiffel est toujours à sa place. Incroyable ». Façon de dire que les présidents passent, mais finalement on reste dans ce régime de monarque républicain, de puissance du président de la République dans les institutions de cette Ve République mise en place par le général de Gaulle. Deuxième chose qui est surprenante dans les institutions de la Ve République, c'est effectivement dans le binôme constitué du Premier ministre et du Président de la République, le Premier ministre doit s'effacer. Georges Pompidou, avant d'être président de la République, avait été Premier ministre du général de Gaulle, et on voit ici un général de Gaulle conduit par Pompidou, et il dit « Alors mon cher Pompidou, vous avez bien compris, c'est vous qui conduisez, mais c'est moi qui dirige ». Ce qui est une bonne explication de ce qu'est le fonctionnement de la Ve République du général de Gaulle. Alors, il va y avoir une première rupture, une première révolution, on peut dire, avec là ce qu'on a appelé la cohabitation, en 1986-88. C'est la première fois que vous avez un président de la République, ici il s'agit de François Mitterrand, à qui les élections législatives, on pourrait dire les députés, vont imposer un Premier ministre de droite. Donc pour la première fois, le Premier ministre et le Président de la République ne sont pas d'accord. Et donc pour la première fois, le Premier ministre pourra prendre son indépendance. Ici, on vous montre bien, c'est toujours un dessin de Plantu. Bon, tout le monde est d'accord, c'est ce que dit Jacques Chirac face à son projet de loi. Un seul dit non, c'est le Président de la République. Eh bien parfait, je vais emporter ça au Parlement. Pour la première fois, et uniquement dans les périodes de cohabitation, le Président de la République perd son pouvoir. Alors il y aura d'autres cohabitations, il y en aura 3 au total. Il y aura notamment celle de 97 entre Jacques Chirac et Lionel Jospin. Et là encore, on voit un président de la République, Jacques Chirac, qui n'a absolument aucun pouvoir. C'est le Premier ministre Jospin qui dirige. Détachez-moi et vous verrez ce que vous verrez, c'est ce que dit Jacques Chirac. Et pour éviter ces cohabitations, on a trouvé un moyen très simple. Ce sera le passage au quinquennat. On vote la même année pour les députés, pour la majorité présidentielle et pour le président. Ainsi, il n'y a plus de risque de cohabitation. Alors, c'est un chapitre qui n'est pas forcément le plus palpitant pour un élève de 3e, qui n'est pas forcément aussi le plus simple. Mais s'il fallait retenir 3 idées, donc première idée, la Ve République est créée autour des idées de la personnalité du général de Gaulle, donc c'est ce qu'on a appelé la monarchie républicaine. Une république qui favorise le président de la République par rapport aux autres institutions, que ce soit le Premier ministre ou les assemblées, et avec la difficulté, ça c'est la nouveauté des successeurs de Gaulle, la difficulté des cohabitations. Et puis, cette réflexion, j'ai mis un point d'interrogation, je n'en sais rien, mais est-ce qu'on est rentré dans la période des derniers grands présidents ? Est-ce qu'après De Gaulle, il n'y aura plus aucun grand président? C'est vrai que la mondialisation, la construction européenne, les contraintes et les pertes de souveraineté, d'indépendance imposées à la France vont peut-être imposer ça. L'histoire nous le dira. En tout cas, le bilan des présidents qu'on a essayé de dresser nous ont permis de donner quelques pistes. Voilà pourquoi peut-être tel ou tel président rentrera dans l'histoire ou n'y rentrera pas. Alors s'il fallait retenir 3 dates, donc 1958 le début de la Ve République, 1909 le départ du général de Gaulle, et 1981 la première alternance avec François Mitterrand. Je vous mets quelques mots de vocabulaire, parce que c'est du droit constitutionnel. L'alternance, donc le remplacement d'un président de gauche par un président de droite, ou inversement. La cohabitation, donc le président de la République et le Premier ministre ne sont pas du même camp politique. Et la Constitution, c'est une loi qui définit les pouvoirs du président,
du président de l'Assemblée nationale, des assemblées, du Premier ministre au sein de la République. Alors, je vous remercie à tous de m'avoir écouté. À très bientôt, et puis ne cherchez pas les histoires, c'est moi qui vous en trouve.